Blanchette, Centraide amasse plus de 2 millions de dollars et inauguration de la caserne de pompiers à Chicoutimi-Nord. Bienvenue à ce web journal du mardi 13 février 2018. La ville de Saguenay inaugurait ce matin la nouvelle caserne de pompiers qui a coûté 5,2 millions de dollars. Pour l'occasion, la mairesse Josée Néron et les conseillers municipaux Mark Peterson et Kevin Armstrong étaient présents. Elle en a profité pour annoncer que la caserne servirait aussi de centre de formation pour tous les pompiers de Saguenay. Le reportage de Camille Boutin. Située à Chicoutimi-Nord, la caserne numéro 4 a ouvert ses portes le 1er février dernier. En l'absence de programmes gouvernementaux, la ville a dû assumer à elle seule les coûts de construction qui s'élevaient à 5,2 millions de dollars. Selon le directeur adjoint du service d'incendie de Chicoutimi-Nord, Steve Julien, le niveau de sécurité des citoyens vient d'être sérieusement augmenté. La mairesse se réjouit des avantages qu'apportera cette nouvelle construction. C'est une infrastructure de qualité qui va permettre vraiment de maximiser l'efficience de notre service d'incendie. Oui, c'est évident pour l'ensemble du secteur de Chicoutimi-Nord, mais pour l'ensemble de la ville, en suivant le schéma de couverture. C'est vraiment une très belle structure. Alors que l'ancienne construction était désuète, mal située et n'offrait pas assez d'espace, les nouveaux locaux sont plus spacieux et ont ainsi permis à la caserne de s'équiper de 3 nouveaux camions. Un camion à échelle, un autopompe et un camion-citerne. Le poste de commandement mobile a aussi été relocalisé dans le garage de la caserne alors qu'il était stationné à la STS par manque d'espace. Sur place, 4 pompiers sont toujours prêts à répondre aux appels des citoyens sous la supervision de leur lieutenant. Ils couvrent les secteurs de Chipcha, de Chicoutimi-Nord et du centre-ville, en plus de prêter main forte en cas de besoin. Mme Néron a aussi mentionné les gains de rapidité d'intervention pour le service incendie et les autres avantages de cette nouvelle caserne. En plus, l'avantage, c'est que d'ici quelques mois, ça va devenir également le centre de formation pour nos pompiers et policiers de Saguenay. Donc, je crois que c'est un plus. Des visites seront organisées dès le mois d'octobre lors de la semaine de prévention des incendies. La population sera invitée à venir rencontrer les pompiers de la caserne numéro 4. C'était Camille Boutin, ATM Nouvelles, Saguenay. La révision des entreprises privées dans la structure municipale et le compte de taxes élevé demeurent des points à améliorer, selon les 4 conférenciers de la table ronde sur le règne de Jean Tremblay. Réunis à l'UQAC ce matin par le groupe de recherche et d'intervention régionale, les intervenants ont dénoncé les lacunes de l'ancienne administration qui se perpétuent encore aujourd'hui. Zoé Legalic-Massy, comment l'ancienne administration a-t-elle été décrite? Au régime de Vladimir Poutine, Gabriel. Alors, le politologue Michel Roche explique que, selon l'administration, les choix n'étaient pas effectués selon des tandems économiques, mais plutôt selon des choix de relations. Donc, on écoute ce qu'il déplore à ce sujet. Alors, on sait que jusqu'à récemment, par exemple, pratiquement personne n'osait contredire le maire pendant les séances du conseil. En résumé, on a dit que l'ancienne administration de Jean Tremblay est hermétique, que c'était même difficile de comprendre les budgets, qu'ils n'étaient pas vulgarisés. Et c'est un économiste qui se prononce sur cette question. Ordinaire, puis moi, ça fait 5 ans que je lis tous les budgets des principales municipalités et je ne suis pas encore capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc, ça ne marche pas et là, on doit faire des efforts nouveaux dans cette dimension-là. Et Zoé, que pense-t-on du contrat de Ghislain Harvey? Gabrielle, la chroniqueuse Isabelle Brochu déplore le fait qu'il n'y a eu aucun mea culpa, ni des conseillers, ni de l'administration. Alors, elle se prononce sur ce sujet. Personnellement, je pense que tout le conseil d'administration de Promotion Saguenay aurait dû démissionner en disant « Je regrette, je n'ai pas fait mon travail ». Qu'est-ce qu'on a vu des gens défendre Gérald Savard en disant que c'est un bon gars? Et quelles sont les solutions envisagées? Alors, les solutions qui seraient envisagées, ce serait par rapport à la durée du mandat. Donc, les mandats devraient être plus courts et pour la mairesse
Et pour les conseillers, ça réglerait la situation selon l'ensemble des conférenciers qui étaient présents ce midi. Ils s'entendent sur cette solution. En terminant, je vous invite à écouter sur ce qui a mené à cela. Merci. Entre autres, l'évolution démocratique, le produit intérieur brut, la vitalité économique, les mises en chantier, la taxation, l'endettement ou le financement de la dette nous montrent qu'ils convergent tous vers une nette détérioration économique de Saguenay, comparativement à des villes similaires telles Sherbrooke, Lévis et Trois-Rivières. Merci beaucoup, Zoé. Au plaisir. Le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin, veut recruter des jeunes de Mastoyache pour contrer la pénurie de main-d'œuvre des commerces de la ville. Il a communiqué avec le chef de bande de la communauté, Gilbert Dominique, pour offrir une formation aux jeunes autochtones. Par cette initiative, le maire veut raffermir les liens entre les municipalités voisines. Encourager et bien encadrer les étudiants, tel est l'objectif principal que se donne le Centre régional de prévention de l'abandon scolaire. Grâce aux journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février, les membres de l'organisme souhaitent lutter contre le décrochage scolaire. Émeric Montminy s'est entretenu avec le professionnel en intervention au CREPA, Annelise Minier. Madame Minier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, je voulais savoir tout d'abord pourquoi c'est important de tenir à chaque année des journées de la persévérance scolaire. Bien, c'est né, en fait, il y a 14 ans maintenant, à Montérégie. Pour une fois, on n'est pas la région qui a initié la chose. Mais nous, ici, ça fait 11 ans qu'on a les journées de la persévérance scolaire. Maintenant, il y a 17 régions dans le Québec qui célèbrent ça avec nous et beaucoup d'organisations partenaires. 17 régions qui ont une organisation un peu comme nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la prévention de l'abandon scolaire, là, une table de concertation, si on veut, régionale. Et aussi, le CREPA a fait un sondage auprès de 1000 Québécois et Québécoises. Justement, quel était l'objectif derrière ce sondage-là? Bien, on voulait, c'est la première fois, dans le fond, qu'on concentrait les répondants. C'est vraiment des décrocheurs, des raccrocheurs ou des jeunes qui ont failli décrocher, mais qui ne l'ont pas fait, mais qui ont été vulnérables au décrochage. Okay. Donc, sur cet échantillon-là, on peut voir certaines données qui viennent éclairer, nous, notre action, parce qu'on est beaucoup en prévention, en amont, donc, de la problématique qui est assez complexe. Et le sondage qui a été commandé par notre réseau des instances régionales de concertation des 17 régions, financé par la Fondation Desjardins et réalisé par Léger, nous a vraiment confirmé que, entre autres, les encouragements des parents, des intervenants scolaires, des enseignants et de tous les adultes autour des jeunes étaient fondamentaux dans leur persévérance, puis dans leur motivation, puis dans leur détermination à continuer, au fond. Et justement, vous venez de mentionner que ce sont les encouragements qui motivent les élèves à rester justement dans un encadrement scolaire. Justement, qui sont les meilleurs supporters pour aider les étudiants? Bien, la garde rapprochée, les parents, on ne s'en sort pas, ou quand ça peut être les grands-parents ou des adultes près. Là, moi, mon filleul, je l'encourage. Là, il est retourné à l'école, donc je l'encourage, puis il est assez grand. Mais ça, c'est vraiment important. Puis tout le monde scolaire, c'est également hyper important. Mais on oublie souvent les employeurs. Les jeunes travaillent pratiquement tous maintenant. Puis pas seulement au cégep puis à l'université, au secondaire, il y en a qui travaillent. Donc, l'employeur a une responsabilité aussi face à cet enjeu-là collectif de la diplomation, parce que ça coûte cher à la société, là, le décrochage. Et juste de favoriser la conciliation études-travail, s'informer de la période d'examen pour ne pas donner 30 heures de travail à un jeune, valoriser l'éducation, offrir des stages en entreprise, faire des conférences, agir comme mentor. Il y a plein de façons que des gens peuvent supporter les jeunes qui ne sont pas toujours l'enseignant ou le parent ou la psychologue de l'école. Est-ce que le CREPA donne justement des conseils aux parents? Bien, on travaille beaucoup, nous. On a une mobilisation famille avec les 15 organismes communautaires famille notamment, mais qui est aussi plus large. Puis on travaille beaucoup à faire comprendre que le soutien affectif parental puis le soutien affectif dans les études, ça explique une grosse partie de la persévérance puis du décrochage automatiquement. Donc, les marques d'affection, l'encadrement, le soutien vers l'autonomie aussi, parce qu'il faut aussi qu'un jeune apprenne à se débrouiller, plus tout le soutien affectif scolaire avec les enseignants, le milieu scolaire, valoriser l'éducation, ça expliquerait 34 de variation du taux de décrochage. Donc, c'est important, c'est un déterminant majeur, mais il y en a plein d'autres. Et alors, justement, il y a 13 on a pu voir dans son sondage-là, 13 des personnes qui ont décroché étaient en situation de réussite. Justement, donc, le décrochage, ça peut arriver à n'importe qui. Bien, c'est multifactoriel, puis ça dépend de chaque jeune, de chaque parcours, des fois. Mais quand
un jeune rencontre 4 obstacles ou 4 facteurs de risque et plus, on dit que son risque de décrochage est 10 fois plus élevé. Donc, si le jeune est moins résilient, il vit une difficulté, une peine d'amour, il y a des difficultés académiques, il travaille trop, bref, s'il y a un cumul de ça, puis il n'y a pas de facteur de protection, de ressources autour, bien, il y a un risque de démotivation, puis ce n'est pas toujours les notes, les résultats scolaires ou le fait d'aimer ou non l'école. Quels autres facteurs peuvent affecter le décrochage? Bien, un trop grand nombre d'heures de travail, des difficultés académiques, une motivation, perte d'intérêt pour l'école. On est dans une ère aussi où il y a tout le numérique, où vous êtes hyper sollicités, les jeunes. Donc, ils sont automatiquement plus difficiles peut-être à garder, intéressés. Donc, ça prend des enseignants qui ont des méthodes pédagogiques dynamiques, où il y a un sentiment de contrôlabilité de la part des jeunes sur les façons d'apprendre, puis les exercices à réaliser. Donc, il y a toutes sortes de déterminants qu'on peut travailler. Nous, on travaille entre autres sur la lecture, parce que dès la petite enfance, l'éveil à la lecture, c'est un gage de réussite scolaire, donc à tous les âges. On travaille aussi sur les étudiants de première génération qu'on appelle, dont ni la mère ni le père ont fait d'études supérieures, ce qui fait que souvent, ils sont moins portés à pousser l'enfant vers les études supérieures parce qu'ils connaissent un peu moins ça. Donc, on travaille aussi sur des stratégies pour démystifier c'est quoi, pour démystifier le système des prêts et bourses, faire connaître c'est quoi les études supérieures. Justement, avec ces méthodes-là, est-ce que ça s'améliore, justement, les chiffres et tout ça? Bien, on est revenu bon premier dans le plus bas taux de décrochage au Québec. Le dernier taux qu'on a en 2013-14, on était à 8,5 %. Puis on a une diminution de 5 points en 5 ans quand même de décrochage. C'est quand même très bien. Oui. Par contre, au niveau, le travail reste à faire encore avec les garçons. Là, il y a toujours les filles diplôment un peu plus encore. Puis au collégial et à l'université, il y a des gains à faire. Là. Nos gars au collégial ne diplôment pas dans des délais ou décrochent encore beaucoup. Et donc, pour terminer rapidement, c'est quoi l'objectif final du CREPA? L'objectif du CREPA, c'est de mobiliser le plus de personnes possible pour que la persévérance scolaire, ça soit un enjeu de société, puis que tout le monde connaisse le rôle qu'il a à jouer pour relever ce défi-là, de la diplomation puis de la qualification du plus grand nombre de personnes. Parce qu'économiquement, ça nous coûte, chaque cohorte de décrocheurs du secondaire nous coûte 1,9 milliard sur la durée de leur vie, fait qu'à chaque année. Alors imaginez, en frais de santé, en frais judiciaires, ces gens-là votent moins, font moins de bénévolat. Donc, c'est fondamental, c'est notre mission, c'est de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'information. Donc, rapidement. Merci beaucoup, Mme Minier, d'avoir été là avec moi. Donc, c'était Anne-Lise Minier, professionnelle en intervention au CREPA. Merci beaucoup. La campagne de financement 2017 de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a franchi un nouveau sommet de plus de 2 millions de dollars récoltés. Une activité de reconnaissance était organisée ce matin pour ceux ayant impliqué. Antoine Damour, les représentants de l'organisme, avaient le sourire ce matin en conférence de presse. Oui, en effet, ceux-ci étaient réunis ce matin même à l'Hôtel Delta de Jonquière afin de dévoiler les derniers chiffres de leur campagne de financement 2017. L'objectif initial était d'atteindre la somme qui était un record l'année dernière. Donc, on voulait atteindre les 2 millions de dollars réunis en 2016. Eh bien, la présidente du conseil d'administration de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Marie-Carline Laflamme, s'est dite contente du montant amassé. On n'a plus que largement dépassé l'objectif avec plus de 2 124 000 $. Alors, vraiment, ça a été une campagne exceptionnelle cette année. Le cabinet de campagne était mobilisé. Les gens dans le milieu de travail aussi. On sent que la morosité économique est en train de nous quitter. Oui, la part des bénévoles a été soulignée aussi par l'organisation, de même que l'attitude et l'énergie des gens qui ont été employés par Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, comment sont répartis les dons? Eh bien, 59 de ceux-ci proviennent d'employés de 300 entreprises participantes. 32 des entreprises, 32 proviennent, oui, des différentes entreprises et organisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que 9 proviennent de dons individuels parmi la population locale. C'est plus de 470 individus qui ont donné plus de 500 $ chacun. On les nomme les grands donneurs au sein de l'organisme. Ceux-ci, à eux seuls, ont amassé 24 de la somme totale. Centraide a doublé son nombre de grands donateurs. On parle ici de 2 500 $ par individu. Ils sont donc passés à 31 cette année. Ils ont amassé un total de 174 000 $.
Et puis Antoine, qui en a profité? C'est pour 2017 un total de 92 organismes qui en ont profité, qui ont profité, oui, de l'aide financière de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ce qui est de l'an prochain, les objectifs sont de maintenir les sommes accumulées cette année, même si on n'a pas d'objectif précis. On est optimiste du côté de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci Antoine. Je vous en prie. Les travaux d'installation de lampadaires seront effectués sur le pont du Buc ce soir et jusqu'à jeudi entre 19h et 6h du matin. Le ministère des Transports informe que les usagers d'une voie sur deux sera disponible pour la circulation en direction sud. Les bretelles du boulevard en direction de Tadoussac seront fermées et il sera possible de contourner via les rues Roussel, Dupont et Deschamps. Les travaux pourraient être reportés selon les conditions climatiques. Les sinistrés des inondations printanières au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont toujours sans nouvelles du gouvernement, presque un an après les incidents. Sur les 33 dossiers envoyés au ministère de la Sécurité publique, un seul a été traité. La députée de la CAQ dans Mirabel, Sylvie Damour, qui a obtenu ces chiffres, croit que les sinistrés de la région méritent d'être pris en considération par le premier ministre Couillard. Au sport maintenant, la tête olympique Kim Boutin a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux en raison de menaces et d'insultes des partisans coréens. Elle a décroché une médaille de bronze à la suite de disqualification d'une athlète sud-coréenne qui était au 2e rang. Plusieurs amateurs ont pris sa défense sur Internet. La page Facebook du club de soccer de Chicoutimi invite la population à signer une pétition pour la construction d'un stade multisport à Jonquière. D'après l'instigateur de la pétition, le projet serait favorable à de nombreux joueurs de soccer, en plus de permettre la pratique d'autres disciplines sportives telles que le baseball, le football et le golf. Le club espère obtenir 5 000 signatures pour convaincre la mairesse Josée Néron et le conseiller municipal Michel Tifo. Les Saguenayens disputeront leurs 4 prochains matchs locaux au Palais des Sports de Jonquière pendant les études sur l'état du centre Georges Vézina, selon ce qui a été annoncé hier par les dirigeants de l'organisation. Pour l'entraîneur-chef Yannick Jean, il faut minimiser l'impact sur les joueurs. Un reportage de Gabriel Paul. Les Saguenayens perdent leur maison jusqu'au 28 février. Les Bleus doivent déménager au Palais des Sports de Jonquière pour leurs 4 prochains matchs en raison de la fermeture du centre Georges Vézina annoncée vendredi dernier. Le match qui était prévu ce mercredi sera reporté. Pour l'entraîneur-chef Yannick Jean, cela demande un travail d'adaptation colossal puisque le prochain match sera disputé ce dimanche. Il croit toutefois en la résilience de son équipe. On a 2 choix. On se croise les bras puis on attend, ou on trouve des solutions puis on fonce. Nos joueurs font preuve de résilience. Notre équipe fait preuve de résilience depuis la période des fêtes. L'essentiel est de déstabiliser au minimum la routine des joueurs, selon Yannick Jean. On a 2 systèmes de jeu à mettre en place. Est-ce qu'on essaie d'amener une manière de jouer toujours de la même manière? Puis d'ici 3 semaines, voir qu'est-ce qu'on fait là, rendu là versus la situation. Mais ça va être un match à la fois. Là. Encore impossible de savoir si les Saguenayens devront terminer leur saison à Jonquière, selon le directeur des opérations, Serge Proulx. C'est pour 3 semaines, puis dépendamment de ce qui va être décidé, on verra. Mais nous, on n'a aucune espèce d'idée de comment ça va se terminer tout ça. Pour M. Proulx, les partisans demeurent une priorité. Dès aujourd'hui, les détenteurs de billets de saison devraient être contactés par Diffusion Saguenay pour être localisés au Palais des Sports de Jonquière. Offrir pour les 4 prochains matchs aux détenteurs de billets actuels, s'ils veulent reprendre un siège où ils sont situés présentement au Centre-Georges, dans les secteurs du Centre-Georges, les relocaliser à l'endroit qu'ils aimeraient être au Palais des Sports. Pour ceux qui détenaient des billets individuels, il sera possible d'aller les échanger au Théâtre Banque Nationale du Cégep de Chicoutimi d'ici le match de dimanche. Gabriel Paul, ATM Nouvelles, Saguenay. Après avoir remporté le Challenge CCM en décembre dernier qui leur donnait un laissez-passer pour la première ronde des séries, les élites de Jonquière ont connu un passage à vide avec 2 victoires à leurs 12 derniers matchs. Les élites feront face à une des meilleures formations du circuit en 2e ronde puisqu'ils ont terminé au 12e rang du classement général en saison régulière. Michael Lambert s'est entretenu avec l'entraîneur-chef Steve Thériault cet avant-midi. Steve Thériault, bonjour. Comment allez-vous préparer votre équipe considérant pour la 2e ronde des séries, considérant que vous avez quand même 10 défaites en 12 matchs depuis le tournoi CCM? Bien, c'est sûr et certain qu'on aurait aimé là, entamer les séries éliminatoires avec un peu plus de confiance. On avait mis un peu l'emphase là-dessus, de connaître un bon début 2018. Puis, ça pas, malgré les pointages, là, on a quand même. Le processus n'a pas été mauvais nécessairement, mais il va falloir là, se forger une confiance en entraînement là, pour
espérer marquer plus de buts qu'on a fait là, depuis le mois de janvier. Vous me parlez de buts, justement, le départ des attaquants, Charles Tremblay, Mathieu Bouliane. Comment cela vous a affecté pour l'alignement? Ben, c'est sûr et certain, là, c'était des attaquants de premier plan chez nous. Je jouais beaucoup de minutes, là, surtout offensivement. Puis c'est un petit peu ça là, qui est arrivé. Là, on a toujours une bonne équipe, des bons éléments. Par contre, là, on a des joueurs là, qui pourrait dire là, qui sont dans une chaise, là, qui n'ont pas été habitués d'être là, dans leur jeune carrière, si on peut dire. C'est un petit peu ça, là, apprivoiser ça. Là, puis on a eu la misère à aller chercher la constance là-dedans, en espérant là, que le jeu va se relever d'un cran à la barre des séries, là, comme ils l'ont fait au challenge. Puis un attaquant comme Charles Tremblay, là, quel impact ça a dans le vestiaire? Ouais, Charles, c'est un jeune homme qui est quand même assez exceptionnel dans le sens que pas beaucoup de jeunes de son âge là, ont un leadership là, en dehors de la glace, là, comme lui pouvait amener là, dans un vestiaire. Là, amène beaucoup d'enthousiasme quand il met les pieds dans un aréna, son sourire, sa joie de vivre, son excitation là, est contagieuse, si on peut dire. Puis c'est un élément qui nous manque, là, honnêtement, là, si on parle là, en dehors de la glace. C'est un élément qui nous manque là, pour stimuler l'équipe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pris sa place? Bien, tu sais, c'est ça. C'est pas donné... probablement, mais d'une autre façon. C'est pas donné à tout le monde, là, justement, là, pour... Ça fait 15 ans que je coach, que j'entraîne des jeunes. Puis, tu sais, à 15-16 ans, là, je sais pas, rappelle-toi à l'âge de cet âge-là, tu sais, se lever puis de prendre du lead, si on peut dire, là, c'est pas... À moins que ce soit vraiment à toi, là, en tout cas, c'est assez rare. Les élites, on a pu remarquer qu'il y avait certaines lacunes du côté offensif. Est-ce que vous allez privilégier un jeu plus défensif durant la série? Bien, tu sais, on veut toujours... moi, j'aime ça vendre à mes joueurs là, dans un système de bien se comporter défensivement. C'est ce qui va te créer des opportunités offensives, si on peut dire. Jouer serré avec son adversaire, créer des revirements. Tu peux plus surprendre l'adversaire par après en contre-attaque. C'est de même qu'on le vend. Puis il faut bien se comporter défensivement pour s'amener des chances de marquer. Ça, on le fait. On en a des chances de marquer. Ouais. C'est de concrétiser qu'on a de la misère à faire. Comme juste le dernier match, on aurait dû prendre les devants 4-2 après 2 périodes à Québec. On est allé dans le vestiaire avec un retard de 3-2. C'est tout simplement un manque d'opportunisme encore. C'est des choses qui se répètent. Puis, M. Thériault, parlez-moi de vos deux gardiens, Samuel Richard, Zachary Paradis. Est-ce que vous êtes satisfait des performances qu'ils ont eues tout au long de la saison? Ben, c'est une chose, c'est un aspect là, chez nous qui a été d'une constance là, tout au long de la saison. Mis à part peut-être 1 ou 2 matchs là, chacun. Là. Mais on a deux gardiens de but numéro 1 là, qui sont concentrés, sont focus. On sait qu'on a une chance de gagner là, à chaque fois qu'ils sont dans le filet. Puis deux gardiens de premier plan, là, même à travers la Ligue, je dirais, là, on est chanceux de les avoir. Vous avez fonctionné en rotation pas mal tout au long de la saison. Est-ce que ça va continuer en série? Bien, je ne sais pas encore. C'est quelque chose qu'il faut qu'on discute là, justement aujourd'hui. Dans les prochains jours, mais je suis à l'aise avec les deux. Je vais beaucoup discuter là, avec mon entraîneur des gardiens de but, là, Nicolas, c'est sûr et certain. Puis sûrement partir avec un. Après ça, après une victoire, on garde-tu le même ou on fait un changement? C'est ce qu'il reste à voir parce qu'on est à l'aise avec les deux. Ça serait qui le gardien partant pour l'instant? Bien, pour l'instant, je te dirais, c'est ça, il faut que j'en discute. J'ai aucune idée. L'an passé, là, on était allé avec Cournoyer, Zachary Paradis était un jeune de 15 ans. Serait en droit, mettons, de prendre le filet là, cette année, après avoir cédé là, la place là, dans les séries l'an passé à Jonathan Cournoyer. Puis du même fait, là, Samuel Richard mérite amplement là, de partir aussi avec la saison qu'il a connue chez nous. Vous avez plusieurs joueurs de votre formation qui sont déjà repêchés par le junior majeur, qui en sont à leur dernière performance en midget 3. Est-ce que ça peut être une source de motivation supplémentaire pour ces joueurs-là? Bien, j'espère, parce que, en plus, je pense qu'ils sont conscients que c'est une midget 3 là, dans une carrière de hockey, là, à moins à part que si tu fais la Ligue nationale, peut-être. C'est une saison que tu n'oublies jamais parce que c'est encore comment je pourrais dire, tu joues pour le joueur d'à côté. Et quand tu montes dans le junior, tu es un petit peu plus au début, c'est peut-être un petit peu plus, là, tu es là pour toi, ton développement à toi, puis tout ça, avant d'embarquer dans un engagement là, où tu es ensemble, puis tout ça. Peut-être un petit peu plus dur à faire. Mais on veut qu'ils se souviennent là, d'une saison midget 3A, puis en espérant que justement, là, c'est la même affaire qu'au challenge. On veut le faire en gang, qu'ils le fassent encore cette année. Vous avez eu certaines mauvaises punitions tout au long de la saison. L'indiscipline, c'était un problème. Est-ce qu'il y a des indications claires pour éviter cette situation-là? Il y en a depuis le début de l'année des indications claires.
Il y a plein de pénalités là, qui surviennent que c'est de l'indiscipline, oui. Il y en a d'autres que c'est de l'intensité parce que dans notre identité d'équipe, dans notre ADN, il faut vraiment être intense avec des travaillants, des compétiteurs. Puis des fois, c'est des pénalités qui sont dues à, mettons, un niveau de compétition, à une intensité. Puis tu as d'autres pénalités aussi, ça va au bon, si on veut, ou bien au mauvais jugement là, de l'arbitre. Il y en a qui sont défendables là-dedans, sauf que il faut assumer les pénalités qu'on a trop des fois, mais on a un bon désavantage numérique. Puis en quelques mots, M. Thériault, comment est-ce que vous allez surprendre tout le monde durant les séries parce que vous êtes quand même 12e au classement? Oui, bien, ça va être de travailler comme les élites de Jonquière sont supposés jouer. Puis notre identité à nous. T'sais, on est gros, on est rapide, on est physique. Ça va être de miser là-dessus là, principalement. Puis si on veut marquer des buts, il va falloir que ça vienne de tout le monde. Puis c'est ça. Bien, merci beaucoup, Steve Thériault. On rappelle que vous êtes coach des élites de Jonquière et que vous attendez pour la deuxième ronde là, des séries. Alors, à la météo, Vincent, on aura droit à un temps plus clément demain. Oui, Gabriel, ce soir, on annonce à Saguenay un ciel variable avec une température de moins 12 degrés, alors qu'au Lac-Saint-Jean, on annonce moins 10 degrés avec des rafales de vent pouvant atteindre les 50 km/h. Pour la nuit prochaine à Saguenay, il fera une température ressentie de moins 18 degrés, alors qu'au Lac-Saint-Jean, on annonce une température ressentie de moins 20. Pour demain, ça se réchauffe autant à Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean avec moins 7 degrés en matinée et du soleil en après-midi pour atteindre moins 1 à Saguenay et 0 degrés au Lac-Saint-Jean. Voilà ce qui termine ce web journal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Au revoir.